première chose, c'est d'avoir un client. Tant que t'as pas de client, t'es pas freelance, t'es au chômage, grosso modo. T'as ton premier client, bah c'est top, tu peux commencer à gagner de l'argent et t'es freelance SEO. C'est bon en fait. Souvent les gens ils vont se dire ah, il faut des compétences et tout. Ah bah écoute, oui, il faut des compétences, mais tu peux toujours en avoir plus, tu peux toujours en avoir moins. Il y a quand même une technique pour monter en expérience et communiquer en même temps, c'est ce qu'on appelle le build in public. Client plus rassuré par une personne qui maîtrise quelque chose. Une grosse erreur, ce serait d'aller sur Malte et de mettre, ok, je maîtrise le dev, je maîtrise le design, je maîtrise l'IA, je maîtrise le SEO, je maîtrise le SEO. Parce qu'en vrai, c'est rien maîtriser. Vouloir tout faire, c'est rien faire à la fois. Concrètement, t'as pas besoin d'outils pour faire du freelancing dans SEO. Y a rien, une search console et un cerveau, c'est bon, ça roule. Hein. Ces vidéos audits qu'on envoie sans réponds-moi et je te la fais, c'est sous-estimé et ça peut être par mail, ça peut être par LinkedIn. Enfin, juste montrer qu'on s'intéresse au business, qu'on est pertinent dans ce cadre-là. Franchement, énorme différencieur et ça peut être la meilleure façon de trouver ses premiers clients en partant de zéro. C'est les gens qui veulent se positionner sur des mots-clés à fort volume. Je prends par exemple le cas de agence immobilière, bah c'est très bien. Tu peux essayer d'être premier sur cette requête-là, tu n'y arriveras jamais parce que t'as pas les moyens, t'as pas la capacité. Par contre, ce qui peut être intéressant pour toi, c'est d'aller chercher des mots-clés qui sont pas forcément présents dans les outils SEO. Par exemple, les gens ils veulent acheter des backlinks, ils savent que c'est important, ils veulent acheter des backlinks avant même d'avoir du contenu ou du contenu intéressant sur leur site. Ok, il faut acheter des backlinks et puis même il y en a certains qui veulent déjà créer un réseau de sites alors qu'ils n'ont jamais acheté de backlinks, ils ne sont jamais positionnés. Je pense que la base de la base, ça reste quand même le contenu parce que sans contenu, tu peux pas te positionner. Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison du SEO Talk. Au programme, des retours d'expérience, des astuces SEO et business et les points de vue de nombreux experts. Avant de commencer cette vidéo, tu peux liker, commenter, également t'abonner et aussi tu peux accéder à toutes les vidéos de cette nouvelle saison en cliquant directement sur le lien en description de cette vidéo. Ok? Donc c'est parti, let's go! Quelles sont les étapes clés pour se lancer en freelance SEO en 2025? C'est une bonne question. Je me suis lancé moi-même en tant que freelance SEO en 2024 et pas en 2025. Donc voilà, j'avais un peu de feedback. J'avais du réseau et de l'expérience par contre. Malheureusement, voilà, c'est le genre de choses qui me différenciera un peu de cette question. Mais la première chose pour être freelance SEO, c'est d'avoir un client. C'est la seule chose qui définit que tu es freelance SEO ou pas d'ailleurs. C'est est-ce que tu as un client qui te paye pour faire du SEO pour avoir un client qui te paye pour faire du SEO, il y a plusieurs solutions. Je vais retracer le parcours traditionnel de Alex Hormozy parce que pour moi, c'est une des meilleures personnes en termes de business, je trouve, en contenu en ligne, etc. Et ce qu'il dit, c'est travailler gratuitement pour les gens. Puis, quand vous avez rempli votre temps de travail gratuit avec des gens, bah, travaillez, dites-leur que vous avez plus de temps et que du coup, ils doivent payer si jamais vous devez continuer à travailler avec eux. Vous commencez avec un, si ça passe, bah, tant mieux. Si vous continuez avec un deuxième, etc., etc. Et du coup, tu fais payer les gens progressivement. Mais c'est vrai qu'arriver avec le pied dans la porte et dire je travaille gratuitement pour vous, c'est pas mal, surtout sur des petits business et tout. Voire même faire le travail et leur dire après, en fait, j'ai fait ce travail pour toi, est-ce que je peux continuer à le faire gratuitement? Tu vois, c'est un truc qui marche excellemment bien. La personne, elle va dire oui, bah oui, avec plaisir, tu continues. Si elle voit qu'il y a du bénéfice et que c'est intéressant, il y a un moment, elle te paiera. Le tout, c'est de trouver son premier client. Vous pouvez faire, évidemment, il y a 1 million de techniques, du cold mail, du cold DM LinkedIn ou Twitter, etc. Bref, il y a 1 million de techniques qui peuvent marcher pour ce genre de choses-là. Donc voilà, tester, hein. Tester, mais il faut de l'acquisition. La première chose, c'est d'avoir un client. Tant que tu n'as pas de client, tu n'es pas freelance. Tu es au chômage, grosso modo. Et après, si tu as ton premier client, bah c'est top, tu peux commencer à gagner de l'argent et tu es freelance SEO. C'est bon en fait. Souvent, les gens ils vont se dire ah, il me faut des compétences et tout. Ah bah écoute, oui, il te faut des compétences, mais tu peux toujours en avoir plus, tu peux toujours en avoir moins. Voilà, tant que tu vends pas un truc que tu sais pas faire, bah c'est bon en fait, c'est ok. Il faut juste être honnête avec ton client de ce que tu sais faire, ce dont tu es sûr et ce que tu lui vends. Et après, derrière, ça roule. Et donc chercher des clients. Et on peut être, il y a des très mauvaises agences SEO qui gagnent énormément d'argent. Hein, donc vous pouvez être mauvais en SEO et avoir un gros portefeuille client et gagner beaucoup de pognon, quoi. Il faut le premier client. Le tout, c'est le premier client. Et les méthodes d'acquisition, on les connaît. Voilà, ça va être cold call, cold mail, faites du post, du contenu, aller outreach. Bref, il y a plein de méthodes différentes. Mais il y a un moment, il va falloir avoir un client. Sinon, vous ne pourrez pas être freelance SEO. C'est la première étape. Alors si tu n'as pas de réseau ni expérience, je dirais qu'il faut acheter et avaler de A à Z les bouquins sur le SEO. Déjà de 1, donc qui résume le SEO, voilà, le livre d'Andrieux, enfin je ne vais pas les citer, mais il y en a plusieurs qui existent. Vous allez à la FNAC. Sinon, il y a Wikipédia. Et maintenant, il y a quand même l'IA qui peut vraiment vous aider si vous avez des questions, un accompagnement pour vous former, etc. Mais après, ni expérience, je pense que le SEO vient quand même avec l'expérience. Je pense qu'il va falloir, avant de proposer des prestations, faire quand même pas mal de side projects et d'essayer de faire ranker déjà ses propres sites ou les sites de ses amis avant de proposer ses services.
Typiquement, personnellement, moi j'ai commencé par découvrir le SEO pour moi-même. Je faisais de la réparation de consoles, de la pose de puces et je voulais me positionner. Donc j'ai commencé à créer des annuaires. Puis après, j'ai commencé, il y a le beau-père qui faisait du dépannage de chaudières dans une ville à côté de Nice, sur lequel j'ai commencé pareil à lui faire des annuaires, à optimiser, à découvrir, à rechercher, à poser des questions sur les forums, assister à des conférences. Et c'est comme ça, voilà, avec l'expérience que j'ai pu après proposer mes services parce que j'avais déjà obtenu de façon personnelle ou de façon gratuite sur les services que j'avais déjà proposés, des résultats. Voilà. Pour moi, le premier focus, c'est l'expérience. De ça, tout découlera. Il y a quand même une technique pour monter en expérience et communiquer en même temps. C'est ce qu'on appelle le build in public. C'est, par exemple, imaginons faire des posts LinkedIn en apprenant, mais ne pas dire « je connais tout, voici les meilleures actions SEO à mener aujourd'hui, ta. » Plutôt dire « voici ce que je suis en train de tester, voici ce que je découvre, voici comment je commence à mettre à jour mes process. » En plus, des gens interagiront sûrement avec vous dans les commentaires et vous donneront des retours, etc. LinkedIn, c'est quand même, on peut dire que c'est cucu, mais du coup, ça reste assez bienveillant et porté plutôt vers le progrès et la nuance. Et voilà, donc ça, c'est tout à fait possible. Mais le focus numéro 1, c'est vraiment devenir compétent. Moi, par exemple, je communiquais avant un peu d'être compétent ou pendant que je montais en compétences. Clairement, les posts faisaient moins de vues. Une fois que on identifie le 20-80 en SEO, ce qui marche vraiment, ce qui apporte le plus de résultats, déjà, on a plus de résultats à montrer, par exemple sur LinkedIn, sur YouTube, peu importe. Puis, on donne des conseils beaucoup plus pertinents, puis les gens le sentent. Et voilà, donc vraiment monter en expertise. Pour ça, bosser en agence, c'est un super truc. Bosser en agence physique, moi, je sais que quand j'ai fait mon alternance, ça m'a beaucoup aidé. Mais ce qui reste le plus important, c'est de faire ses tests sur ses propres sites. Parce que notamment en agence, c'est possible de croiser des consultants qui font des recos SEO, mais qui n'ont pas lancé de site dans leur vie, ou très peu, et donc qui n'ont pas cette vision un peu pratique du SEO, et ça peut cruellement manquer. Donc faire ces tests, s'entourer de SEO qui sont vraiment bons, en agence, en collectif de freelance, il y a quand même plusieurs solutions pour ça. Et puis montrer les résultats, montrer comment vous faites, pourquoi vous le faites, montrer que vous avez compris. Mais vraiment, la compétence et l'expertise, c'est vraiment la base de la base. J'aurais tendance à donner deux conseils. Le premier conseil, ça va être d'aller sur un autre marché que le marché français. Donc c'est facile si vous maîtrisez une autre langue. Sinon, ça va être compliqué, mais d'autres marchés sont beaucoup moins développés et beaucoup moins concurrentiels que le marché français. Pour ça, c'est très simple. Vous cherchez des requêtes concurrentielles, meilleur kinésithérapeute plus ville, et vous cherchez dans certains pays. Vous allez vous rendre compte que même dans les capitales de grands pays européens, à partir du 5e résultat sur Google, il y a plus, les sites sont en HTML4, tout dégueulasse et tout, il y a rien. Donc en fait, ça, c'est des marchés qui sont peu concurrentiels. Deuxième petit conseil, ça va être de faire de l'hyper-spécialisation, c'est-à-dire vraiment se dédier à un secteur en particulier. Donc par exemple, reprenons l'exemple des kinésithérapeutes, créer une sorte d'agence SEO spécialisée dans la kinésithérapie. Alors ça peut être très intéressant parce qu'en fait, les clients vont forcément vous préférer vous qu'à une agence généraliste parce que ils vont, à tort ou à raison, penser que vous avez une expérience dans leur secteur en plus d'avoir une expérience dans le vôtre qui est le SEO. Voilà. La première, c'est de choisir une spécialisation forte. Par exemple, je prends un exemple trivial, mais si demain vous avez envie de manger des sushis, que à gauche vous avez un restaurant qui fait kebab, burger, sushi, et à droite vous avez un spécialiste du sushi qui fait que ça depuis 10 ans, qui a vraiment un décor japonais, vraiment une ambiance, et on va forcément aller dans le second parce que le client plus rassuré par une personne qui maîtrise quelque chose. Une grosse erreur, ce serait d'aller sur Malte et de mettre, ok, je maîtrise le dev, je maîtrise le design, je maîtrise l'IA, je maîtrise le SEO, je maîtrise le SEO. Parce qu'en vrai, c'est rien maîtriser. Vouloir tout faire, c'est rien faire à la fois. Donc vraiment, se spécialiser à la fois et sous deux axes, le métier et la catégorie. Donc consultant SEO spécialisé en technique pour e-commerce, pour start-up, pour blog spécialisé dans la cuisine, si on va vraiment très loin.
Donc première chose. Deuxième chose, choisir un canal où est notre audience et utiliser son expérience passée, c'est-à-dire si vous avez suivi des formations SEO, si vous avez fait du travail gratuitement pour des amis par exemple, ça marche pas mal, et de réussir, même si vous n'avez pas de compétences, même si vous n'avez pas d'éléments, vous pouvez documenter des éléments, analyser des choses et poster ça sur LinkedIn pour commencer à vous faire connaître, par exemple. Si je n'ai ni agence ni réseau et que je dois vivre du SEO en 6 mois, ce que je ferais, ce serait de prendre mon téléphone, d'appeler ceux qui en ont besoin, de prendre ma boîte mail, de prendre mon mail et d'écrire, d'envoyer des mails à ceux qui en ont besoin. Concrètement, il faudra dire la base la plus importante, ça va dire de s'assurer tout un minimum quand même de maîtriser ce qu'on veut proposer aux gens. Donc que ce soit du consulting, que ce soit de la prestation, s'assurer qu'on a déjà testé sur ses propres sites, tester des choses parce que tu ne peux pas tester des choses sur les sites des clients qui sont en live. Donc tester des choses pour comprendre globalement ce qui marche et ce qui ne marche pas, et pouvoir appliquer ce qui marche directement une fois qu'on a des clients. Et donc une fois que ça c'est acquis et que le SEO n'est pas nouveau et qu'on connaît quand même relativement tout ce qui est en train de jouer pour pouvoir faire ranker un site et qu'on est suffisamment informé de toutes les actualités, en tout cas les actualités les plus importantes pour pouvoir faire ranker un site avec l'IA, tout ce qui va avec, le plus important, ce serait, il y a deux niveaux, soit faire de la prospection ou soit créer du contenu. Le plus important aussi, ça va dire comment définir sa niche. Comment définir sa niche d'agence. Parce que tu peux être solo et tu peux être SEO pour tout le monde, comme tu peux être un SEO spécifique. Je pense SEO par exemple pour les agences immobilières, être un SEO pour les agences de gambling, être un SEO pour des avocats, ainsi de suite. Donc le plus important, ça va être d'être sur une niche spécifique, comme on peut aussi tester plusieurs niches de coup, plusieurs niches verticales spécifiques et tout. Et là maintenant, ce qui se fera, ce serait soit de faire de l'inbound marketing, donc soit de faire de l'outbound marketing. Donc si c'est de l'inbound marketing, c'est que tu crées du contenu, donc que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Twitter, pour te faire connaître. Bien sûr, tu vas devoir choisir un réseau social sur lequel se trouvent tes prospects. Donc LinkedIn, Twitter, peu importe. Le plus important est que ce soit un endroit où tu peux retrouver tes prospects. Et si c'est que je suis aussi à l'aise avec du cold, du coup, enfin, donc tout ce qui va être cold mail, du coup, envoyer des mails à des gens que je ne connais pas, scraper les Google My Business, prendre les adresses mail et envoyer des mails, pas besoin d'une grosse liste de mails pour un début, juste quelques petits échantillons et sur lesquels on va s'entraîner, avoir de petits messages de salut, bonjour, j'ai vu que vous avez tel problème, est-ce que c'est bien la bonne adresse pour vous envoyer telle chose, mais toujours des petites astuces pour pouvoir envoyer du cold mail. Envoyer du call DM si c'est sur du LinkedIn, si c'est sur Twitter, ou carrément prendre son téléphone pour appeler. Bonjour, j'ai vu que vous avez tel problème sur votre site et moi je peux vous faire ça et j'ai fait un audit. Est-ce que je peux vous l'envoyer et qu'on peut se faire un call? Donc, relativement, voir les choses de cette manière et être en train de tester. Parce que ce qui se remarque le plus, c'est que la plupart des personnes commencent avec beaucoup d'énergie, mais puisqu'il n'y a pas forcément de stratégie derrière, finissent par abandonner parce que dès le départ, il n'y avait pas une structuration dans le business, il n'y avait pas forcément une structuration dans l'agence qui est en train d'être mise en place ou dans les prestataires de services qui sont en train d'être développer. Quels sont les outils indispensables pour démarrer en tant que freelance SEO? En fait, on peut faire beaucoup de choses déjà sans outils. Et ça, c'est lié à la compréhension réelle du SEO, je pense. Maintenant, il y a des outils qui sont intéressants. Il y a des données qu'on ne peut pas esquiver. C'est notamment le volume de recherche sur un mot-clé. Bon, même si on n'est pas obligé de le savoir. Par exemple, on peut trouver des mots-clés avec la Google Suggest pour comprendre qu'ils sont recherchés sans forcément avoir le volume. Ça ne nous empêche pas de les cibler, d'avoir des résultats avec, et après de regarder combien de clics ça apporte dans la Google Search Console ou combien d'impressions. Mais voilà, il y a quand même des datas comme ça. Ce qu'il faut absolument, c'est aussi identifier pourquoi un concurrent performe et comment il performe, c'est quoi ses meilleurs mots-clés, tout ça, c'est quoi sa stratégie netlinking. Donc pour ça, il faut un outil d'analyse tierce qui analyse tout ça. Donc moi, ce que je recommande, c'est déjà avoir un outil tout en un, type SEMrush, Alloscan, Ahref, SERanking, enfin ce genre d'outils tout en un où on peut rentrer un mot-clé, avoir son volume, faire des recherches de mots-clés, analyser les concurrents, tout ça. Ensuite, il faut quand même avoir un crawler, donc comme Screaming Frog, typiquement, c'est vraiment pas mal. Déjà, avec ça, vous pouvez faire pas mal de choses. Sachant qu'en débutant, par exemple, Screaming Frog, vous pouvez utiliser la version gratuite si vous auditez des tout petits sites, moins de 500 URL, c'est possible. Vous n'aurez pas toutes les recos, mais déjà, ça peut faire le taf. Ensuite, en termes d'outils, hors outils 100% SEO, Google Sheets, c'est excellent. Moi, je fais beaucoup de process sur Google Sheets. J'envoie beaucoup de Google Sheets en fait à mes clients, quoi. L'étude de mots-clés, elle est faite sur Google Sheets avec une colonne volume, difficulté du mot-clé, enfin bref, potentiel business, un peu tout ça.
Ensuite, pareil, les briefs de contenu, ça peut être fait sur Google Sheet. Un mot-clé, une structure à chaîne, un title, une métadescription, un plan de maillage interne. Vous pouvez faire ça, tout ça sur Google Sheet. Donc franchement, je dirais Google Sheet à fond, Screaming Frog, un SEMrush, un outil comme ça tout en un. Déjà, on est déjà très bien, quoi. Premier outil, ça va être de bien être organisé, hein. Donc, en termes de gestion, moi, j'aime bien Notion, parce que Notion, c'est à la fois extrêmement permissif, mais quand même assez guidé. Donc, que ce soit pour ton CRM, pour ton organisation, j'aime bien utiliser Notion. Je n'utilise sûrement pas encore assez, mais déjà, ça a énormément de potentiel et ça m'aide beaucoup. Donc, suivre ma prospection, suivre ma production, suivre justement les différentes étapes dont on parlait avant, sur ma spécialisation, mon productisation, mes livrables. Donc ça, premier élément sur la gestion. Deuxième élément sur les audits, j'aime bien des Screaming Frog, Ahrefs, SEMrush, Ubersuggest, Alloscan. Enfin, ces éléments-là, en fait, juste en SEO, on est à un moment où on a énormément de données et malheureusement, la donnée, elle n'est pas visible sans outils. Donc, je pense que c'est un super bon soit investissement, soit usage que d'utiliser ces outils. Il y a des façons de les avoir gratuitement. Certains outils proposent une version gratuite. Je pense que ça, c'est une bonne façon pour en fait, pouvoir rapidement avoir une vue concrète d'un site internet, ce qui doit être fait, ce qui doit être priorisé. Et en fait, si on n'a pas ça, juste on ne sait pas sur lesquels mots-clés ils vont être positionnés, on ne sait pas combien ils ont de liens. Enfin bref, c'est clairement un indispensable. Et derrière, en production, une fois qu'on sait ce sur quoi on va travailler, est-ce que c'est du lien, est-ce que c'est du contenu qu'il va falloir, sur le contenu, j'ai clairement les 2 outils que j'ai créés, une 2 pages qui va te permettre de savoir si tu dois créer 1 ou 2 pages pour 2 mots-clés donnés. Et tu peux faire ça de façon beaucoup plus large, mais avec les outils justement d'audit. Par exemple, tu dois savoir que tu dois créer du contenu, tu dois aller élargir ta couverture thématique. OK, qu'est-ce que je dois créer comme page supplémentaire? Et si tu crées trop de pages, tu as des risques de cannibalisation. Si tu n'en crées pas assez, tu vas probablement passer à côté d'une partie de ta couverture thématique. Donc, une 2 pages te permet de faire ça. Et une fois que tu sais quelle page tu dois créer, avec un Serpentix, par exemple, tu peux aller créer le contenu optimal avec la bonne structuration de ton article, le plan parfait, bien répondre aux intentions de recherche, qui est super important, parce que si tu ne réponds pas à ce que l'utilisateur cherche, juste Google et l'utilisateur n'ont aucun intérêt à aller sur ton site. Et donc, tu vas soit pas te positionner, soit descendre au fur et à mesure. Alors, petite pause, juste pour te dire qu'on organise un gros concours avec plus de 5000 € de lot, que ce soit des outils ou des ressources SEO, IA ou encore d'automatisation. Tu peux t'inscrire en 10 secondes en cliquant sur un des liens dans la description et tu peux tenter ta chance. Il y aura plein de gagnants, tu seras potentiellement l'un des heureux gagnants du gros concours SEO Talk. Si tu gagnes, on te contactera directement pour t'envoyer ton lot. Allez, on peut reprendre la vidéo. Ça va être Ranker Fox, concrètement, les groupes buy, voilà, on va pas se le cacher, les outils sont tous très coûteux. C'est impossible aujourd'hui, ou alors je ne sais pas comment les gens peuvent faire, mais vous pouvez pas payer des centaines, voire des milliers d'euros mensuellement quand vous commencez, que vous n'avez pas de clients. Donc en fait, il n'y a pas d'alternative possible, puisque sans outils, vous pouvez rien faire non plus. Les outils indispensables pour démarrer en tant que freelance, le premier outil, je dirais que c'est un téléphone, du coup, pour avoir des clients. En fait, t'as pas vraiment besoin d'outils. Moi, j'ai moi-même commencé. On gagnait déjà, j'avais déjà peut-être un employé ou deux, plus on avait grossi, et c'était pas encore. On n'avait pas encore d'outils comme vous pourriez le dire, quoi. Tu vois, on payait 10 € par mois en outils, si vous voyez ce que je veux dire. On avait un seul outil et c'était sur un logo de renard, quoi. Donc, concrètement, tu n'as pas besoin d'outils pour faire du freelancing en SEO. Il n'y a rien. Enfin, avec une Search Console et un cerveau, c'est bon, ça roule, hein. Et, et un petit outil particulier qui fait que voilà, tu peux avoir. Pour 100 € par an, tu as des outils qui sont très très viables pour faire ton SEO. Maintenant, je suis full équipé, Ahrefs et compagnie, on paye des centaines d'euros, peut-être 1000, 1200 €, 500 voilà, d'outils tous les mois, hein, mais pour commencer, tu n'as pas besoin d'outils. Tu n'as pas besoin d'outils. Le plus limite, moi j'ai payé un compte LinkedIn Premium avant de payer un outil SEO, je crois, putain. Voilà quoi, limite les trucs les plus utiles, ça va être des outils. Les outils qui vont te servir à faire ton acquisition au début, et encore ton acquisition, la plupart de l'acquisition, elle est censée se faire sans outils. Mais le tout, c'est de commencer par l'acquisition, c'est le plus important. Et c'est honnêtement, sur la partie prestation de service, c'est même la partie la plus importante. Tu as ça, la relation client. C'est les deux choses, ça, relation client, et la qualité de ton SEO. Ça va être le troisième point. Et c'est le dernier point à prendre en compte, quoi.
Mais d'abord, c'est ton acquisition, puis la qualité de ta relation client, puis ton SEO. Et quand tu as ces 3 étapes-là qui sont ensemble, bon, bah, ça roule tout seul normalement. Bah, si je devais créer un pack, un petit pack un peu global, en prenant en compte le démarrage qui dit qu'on n'a pas non plus un budget qui est extensible, les outils indispensables, c'est bien évidemment la Google Analytics, la Google Search Console, à demander à ses clients, parce que c'est propre à chaque client, donc bien de demander de vous ajouter un espace dessus. Ça, c'est gratuit et il n'y a pas de souci. Un bon point, justement, quand on est freelance SEO, c'est qu'on peut faire payer les outils par le client. Généralement, si vous voulez utiliser un outil, s'il est bien justifié, votre client le prendra sans problème. Donc, mais pour reprendre, voilà, Google Analytics pour la partie comportement utilisateur, Google Search Console pour la partie santé SEO, Screaming Frog indispensable pour analyser tout le pilier technique, peut-être voir le SEO comme un tabouret. J'ai bien utilisé l'exemple du 3 bourrets à 3 pieds. Le premier, la technique, le deuxième, la popularité, et le troisième, le contenu. Et grosso modo, de les travailler de manière équitable pour pas qu'il y ait un pied qui tombe. Et donc, les Screaming Frog, c'est vraiment l'outil référent sur la partie technique pour dénicher toutes les erreurs, retravailler aussi son maillage interne. Il y a beaucoup de choses à faire avec cet outil et il est vraiment pas cher. À la différence des autres, c'est un logiciel, donc il faut l'installer sur son ordinateur et pas juste le télécharger ou l'avoir en app. Ensuite, je dirais MonitorRank pour suivre en temps réel ses positions. Pareil, c'est un outil qui est pas trop cher et qui permet du coup de savoir si votre travail paye. Et enfin, 2 autres outils, potentiellement TatSEO, qui est un bon rapport qualité-prix pour optimiser ses contenus, pour faire le maillage interne, pour trouver de bons mots-clés. Et Alloscan pour analyser, pour faire en gros ce que ferait un Ahref ou un SEMrush, mais en moins cher. Parce que le but, c'est pas de vous ruiner avec des outils. Et Alloscan sera très bien, notamment sur le marché français où ils ont une belle longueur d'avance. Alors pour démarrer, les outils, on va avoir besoin déjà, je pense, c'est la base d'un fonctionnement d'un moteur de recherche, c'est de crawler. Donc moi, ce que j'utilise pour tester, pour faire des audits, c'est Screaming Frog. Après, il y a une version, donc je crois que c'est 200... en gratuit, ça vous permet d'analyser 500 URL. Sinon, c'est 250 € l'année. Et sinon, il y a une version gratuite d'un crawler qui s'appelle Xenu. Voilà, donc pour moi, crawler, pour voir un petit peu comment Google crawl le site et quels sont les titres, les balises canonicales, qui souvent créent des problèmes, les balises description, voir s'il y a des 301, les statuts, etc. Après, on va avoir besoin de créer du contenu. Mon outil, je vais me faire de l'auto-promo, je vais utiliser TextBulker, forcément. Les outils que je vais citer, c'est les outils que j'utilise. Donc voilà, TextBulker pour la création de textes, parce qu'il permet d'obtenir des textes optimisés, car il intègre les mots-clés sémantiques, et il y a tout un tas d'algos qui sont pas mal pour le local, pour les news, pour du source, etc. Après, dans un deuxième temps, avant de créer du contenu, finalement, on va avoir besoin de savoir sur quelle thématique on va aller, les mots-clés ciblés, quelles sont les pages à créer. Donc pour ça, moi j'utilise Alloscan, puisqu'il est spécialisé pour la France et qu'on a des résultats en tout cas spécialisés pour la France. Voilà, si vous analysez un site internet, on va détecter 2 fois plus de mots-clés que SEMrush ou Ahref ou de pages positionnées, sans compter les outils que j'utilise vraiment tous les jours, comme les bulk, qui permet de faire un bulk d'URL pour voir les URL sur combien de mots-clés elles se positionnent, ou si je souhaite acheter des backlinks, je mets les sites dans le bulk ou les URL en bulk pour pouvoir prioriser en fonction des mots-clés positionnés ou du trafic. Voilà. Je ne vais pas citer toutes les fonctionnalités, mais il vous faut comme ça un outil tout en un. Après, pour les backlinks, c'est vrai qu'un des plus utilisés en France, c'est Majestic SEO. Donc pour le moment, c'est un outil que j'utilise toujours. Ce que je fais dans les backlinks, c'est que je les mets justement dans l'outil de bulk Alloscan pour vérifier ce qui est indexé, positionné, etc. En attendant, donc ça, je pense que je vais m'en séparer une fois que les backlinks seront intégrés sur Alloscan. Donc là, ça va être à la rentrée. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a donc audit, crawl, contenu, logiciel de suivi de position, mots-clés positionnés, pages positionnées, Alloscan.
Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Une fois qu'on a tout ça, on a besoin de forcer l'indexation. Donc, j'utilise forcément IndexMino pour forcer les indexations, puisque il ne suffit pas de savoir créer une page, il faut qu'elle soit indexée par les moteurs de recherche. Et pour vérifier si tout ça est OK, isIndexed, qui permet de vérifier l'indexation. Voilà, après, un autre outil, l'outil que j'utilise le plus souvent, je l'ai déjà parlé dans une conf, c'était assez drôle d'ailleurs. C'est Sheet, c'est-à-dire que ce soit pour traiter mes tâches, pour savoir quoi faire, pour faire des exports, des imports de texte. Voilà, il y a le bon vieux Sheet, le bon vieux tableur. Je pense que c'est l'outil indispensable pour les SEO. Et puis voilà quoi, hein, je regarde un petit peu ce que j'ai comme outil. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, après c'est des outils niveau SEO. Avec ça, je fais quasiment 90% du temps. C'est les outils les plus courants que j'utilise. À mon sens, le premier outil pour débuter en tant que freelance SEO, c'est Google Sheet. Pourquoi? Parce qu'avec Google Sheet, on peut faire plein de choses. On peut faire des audits, on peut transmettre des éléments à des clients, on peut faire un mini CRM, même si c'est pas parfait. On peut faire du suivi de projet, on peut faire plein de choses. L'important, c'est juste de le décliner, de le construire. Mais c'est un outil redoutable et surtout qui coûte 0€. Autre outil indispensable, c'est Loom ou Komodo Deck qui permet de faire des vidéos. L'avantage, c'est que ça permet de communiquer de manière asynchrone à vos clients. Donc, par exemple, sur des sujets techniques, de montrer comment faire. Et surtout, ça crée des process. Par exemple, demander un accès Google Search Console, et ça permet de montrer le process et de renvoyer toujours la même vidéo à différents clients, mais vous gagnez du temps. Autre chose, c'est surtout ce qui va être audit, c'est d'avoir un outil comme Screaming Frog. J'ai la Google Search Console, en tout cas, maîtriser Google Search Console, c'est super important parce que même si on n'a pas d'outil SEO et qu'on a la Search Console ou alors qu'on sait analyser les concurrents, on aura des super bons résultats. Par exemple, mon concurrent, tiens, je me rends compte que la page qui est tout le temps mise en avant, c'est cette page-là. Ça veut dire qu'elle a un enjeu, soit SEO, soit business. Et du coup, comprendre ça, c'est super important. L'important, c'est de comprendre ce qui peut rapporter de l'argent à ton client. Parce que même si tu n'es pas premier sur le mot-clé, mais que tu comprends les pages qui rapportent de l'argent et comment amener du trafic dessus, ton client va gagner de l'argent et indirectement, il va être fidélisé à long terme. Donc pour moi, avoir ce regard-là, pas uniquement créer de la visibilité, mais se dire, ok, comment je peux créer du ROI pour mon client ou créer du business pour mon client, c'est là où c'est le plus important. Et surtout, ça va rejoindre mon précédent point, mais c'est passer du temps à analyser. Pourquoi? Parce que si on a une bonne analyse, après l'exécution, elle sera bonne. Par exemple, si on se rend compte que, tiens, mon client ou mes concurrents, ils mettent beaucoup d'argent sur ça en SEA, mais 0 en SEO et il n'y a rien qui apparaît en SEO, il y a peut-être un intérêt de le faire en SEO parce que j'ai aucune concurrence et je peux avoir des résultats assez rapides. Enfin, rapides, on s'entend, mais avoir des résultats assez probants en étant un peu malin. Même par exemple se dire, voilà, une fois qu'on a fait telle chose, vu que je sais que ça rapporte beaucoup en SEO, aller sur tel sujet, et ça c'est des choses assez intéressantes. Typiquement, un truc tout bête, mais mettre en place des simulateurs, ça coûte un peu d'argent, mais en termes de ROI, c'est assez intéressant. Pareil, si vous faites des articles de blog, mettez des call to action vers soit de l'affiliation, soit vers de la prise de contact, ne serait-ce que un texte tout bête, mais qui dit contactez-nous pour telle prestation, ok, en termes de SEO, c'est pas énorme, enfin ça a peu d'impact. Par contre, en termes business, ça aura un fort impact parce que ça va générer beaucoup plus de leads. Autre chose tout bête, c'est vous avez des pages qui génèrent beaucoup de trafic, qui sont peut-être très informationnelles, comment vous pouvez les rentabiliser? Dites-vous, ok, je vais mettre des call to action contextualisés par rapport à l'article pour générer du prospect, générer des ventes, générer de la notoriété, de l'abonnement de la newsletter. Et c'est là où, en fait, c'est pas un outil, mais c'est ce regard-là qui est indispensable pour aider vos clients à générer du revenu et à atteindre leur objectif, et indirectement, ça vous servira toujours derrière. Comment trouver ses premiers clients quand on part de zéro? Quand on part vraiment de zéro, je pense que les premiers clients que tu vas trouver, c'est les clients qui sont faits par du bouche à oreille, près de chez toi, qui sont sur des activités, je pense, pas très concurrentielles, sinon, en tant que débutant, je pense que tu pourras difficilement obtenir des résultats. Et ce sera des clients, je pense, forcément locaux. Voilà. Donc, comme disait une personne célèbre, il suffit de traverser la rue, peut-être de proposer tes services dans des activités, effectivement, qui n'ont pas trop l'habitude du SEO. Ou peut-être que le SEO, ça ne va pas leur apporter grand-chose, mais là, l'important, c'est que ça pourra te faire la main. Et puis, voilà, moi, par exemple, j'ai commencé chez mon beau-père qui faisait du dépannage de chaudières. C'est une thématique qui est assez facile en SEO, finalement, pour se positionner en local. Et puis voilà, quoi. Hein, si tu le fais en local sur dépannage chaudière, donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais positionné sur dépannage chaudière avec les villes, les quartiers,
les villes aux alentours, et puis également les marques de chaudières, Frisquet, Saunier Duval, donc dépannage chaudière, Saunier Duval, Nice, etc. Voilà la combinaison des marques et des villes, ce qui fait qu'il était positionné. Et puis, bon, je ne l'ai pas fait, mais on imagine qu'après, si tu veux récupérer d'autres clients, c'est le genre de thématique où tu vas avoir des résultats assez simplement, et du coup, tu peux proposer peut-être le même service de référencement quand tu débutes à d'autres entreprises qui proposent la même chose, leur proposer la même stratégie, mais dans d'autres villes de France. Voilà, des communes de France, il y en a plus de 20 000, enfin, il y en a des milliers. Donc voilà, je pense que quand on débute, c'est une bonne stratégie d'attaquer sur voilà, pas trop concurrentiel, moyennement concurrentiel et local. Trouver ses premiers clients en tant que freelance SEO, ça peut être par exemple chercher des business déjà en place qui n'ont pas de site internet ou qui ont des sites internet type Google Site, Blogspot ou des Wix vraiment dégueulasses. Et en fait, ça va être de leur créer un site très rapidement, donc avec un thème WordPress très rapidement, mais au moins assez visuellement beau, avec un logo, avec des informations concernant leur entreprise, et de par exemple directement leur envoyer l'URL en disant voilà ce que pourrait devenir votre site. C'est quelque chose que j'ai fait très rapidement. Évidemment, on peut ensuite écouter vos besoins et faire un truc très personnalisé. Voilà. Ça peut bien marcher. En fait, tout ce qui va être vraiment dans la personnalisation, montrer aux prospects que vous connaissez leur business, que vous vous intéressez à eux, c'est pour moi la meilleure stratégie, mais ça reste un marché très concurrentiel et c'est quand même très compliqué. Et vous allez au mieux vous manger un râteau et au pire, ils vont même pas vous répondre et donner suite à vos messages. Moi, je commencerai par de la prospection ciblée. À nouveau, une fois que j'ai les entreprises que j'ai ciblées et que je veux aller prospecter, je vais essayer d'investir un maximum dans la plus-value que j'apporte à ces entreprises. Et par ça va être, en fait, avec tous les éléments que je partageais juste avant, c'est faire un vrai audit, une vidéo d'audit par exemple, que je vais essayer de faire pour 10 entreprises avec qui j'ai envie de travailler et pour qui c'est pertinent de travailler, avec qui je peux vraiment apporter de la valeur. Petite vidéo courte de 5 minutes que j'ai préparée en amont pour qu'elle soit extrêmement efficace pour eux et que je leur envoie avec une analyse de leur site et potentiellement 3 conseils qui sont actionnables sur ce qu'ils peuvent faire et qui peuvent avoir un vrai atout pour leur entreprise. Alors, je ne suis pas dans l'entreprise, donc je ne sais pas forcément quelle est la grande vision, la stratégie, parce que des fois, il y a des choix qui ne sont pas intuitifs de l'extérieur, mais qui peuvent être pertinents une fois qu'on a les statistiques. Mais à partir de là, si sur les 10, j'ai juste la moitié du temps et qu'il y en a 2 qui sont intéressés, ça me permet d'avoir des prospects avec qui je vais pouvoir échanger. Et par ça, on le voit trop souvent, des mails en mode « oui, réponds à ce mail et je t'envoie un audit que j'ai préparé pour toi ». On sait qu'il ne l'a pas fait. Là, je pense que c'est inverser en fait, l'effort. On est dans une génération TikTok où juste l'effort a disparu. En tout cas, l'envie d'effort a disparu. Alors, on ne peut pas le faire tout le temps. Ça dépend toujours de l'équilibre entre valeur qu'on peut en retirer et coût que ça va nous apporter. Mais en fait, si je cherche du client, potentiellement, j'ai du temps disponible et donc je peux faire cet effort d'aller proposer une valeur qui est extrêmement intéressante à un client. Et dans les cas où je l'ai fait, alors oui, j'ai investi du temps pour proposer un deck de prospection extrêmement quali, mais derrière, en échange, j'ai eu énormément de valeur de l'entreprise et on a fait des choses super intéressantes pendant longtemps. Et donc, ça a une valeur qui est super importante. Et je pense que ces vidéos audits qu'on envoie sans réponds-moi et je te la fais, c'est sous-estimé et ça peut être par mail, ça peut être par LinkedIn. Enfin, juste montrer qu'on s'intéresse au business, qu'on est pertinent dans ce cadre-là. Franchement, énorme différenciateur et ça peut être la meilleure façon de trouver ses premiers clients en partant de zéro parce que si tu as l'air d'être malin et d'avoir compris les enjeux du moment de l'entreprise, s'il y a le budget, ça peut partir en contrat. Le mieux, c'est tu regardes les gens qui sont autour de toi et tu te dis que tu connais, tous les gens que tu connais. Tu te dis, qui c'est qui pourrait être client? Tu connais forcément des gens qui pourraient être clients, tu vois, parce qu'ils ont un poste dans le marketing, parce qu'ils sont chefs d'entreprise, ils ont besoin de visibilité, bref, ils ont besoin de ton service, en fait. Ils ont besoin de ça pourrait les aider. Et du coup, toutes les personnes que tu connais qui pourraient être clients, ce que tu fais, c'est que tu les appelles ou tu leur envoies un mail et tu leur dis, voilà, je commence à être freelance SEO, je vais te faire un audit gratuit de ton site, je te l'envoie, et moi, le but, c'est de trouver mes premiers clients. Si on peut travailler ensemble, c'est extra. Si on peut pas travailler ensemble, c'est pas grave. Est-ce que tu as quelqu'un à me recommander? Comme c'est des gens que vous connaissez déjà, avec qui tu as déjà une relation, ça fait que ça va bien marcher. Donc, tu commences par tous les gens que tu as autour de toi, tu leur dis, voilà, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourra avoir besoin, etc. Et en fait, tu demandes. Mais il faut demander.
pour essayer d'avoir quelque chose qui soit sympa et d'être sûr que en fait la relation elle prenne à un moment ou à un autre. Donc, mais faut demander. Et après moi, la méta acquisition globale que j'adore, là, c'est pas une pour avoir ses premiers clients. Faut les avoir comme ça, en grattant, en demandant à droite à gauche, en voyant. Tu demandes à tes profs. Enfin, moi, je me souviens mes premiers clients, c'est un covoit. Tu vois, un gars en covoiturage. C'est une de mes profs qui avait une agence web à qui je faisais je sourçais un peu de ces trucs à moi. Et j'ai eu et des clients sur plateforme, tu vois. Malte à l'époque c'était est-ce que c'était déjà Malte, je sais plus ce que c'était, mais ce réseau-là, pareil, très bien, j'ai utilisé aussi, et c'était très cool pour mes clients. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme client après? Non, pareil, encore du Malte et tout, jusqu'à ce que je me lance un peu en mode sérieux et que j'ai déjà de l'audience. Et là, j'ai bombardé en faisant du LinkedIn, YouTube et compagnie. Mais et référal, quoi. Mais en fait, c'est le bouche à oreille, les suggestions, les recommandations. Tout ça, c'est ce qui fait que ça marche théoriquement. Donc, c'est ce qu'il faut stimuler. Du coup, tu vas avoir tous les gens que tu connais. Tu leur demandes, est-ce que tu as besoin de SEO? En leur disant pas ça directement, en leur disant, est-ce que je peux te faire un audit gratuit de ton site parce que je suis en train de chercher des clients. Et même si t'es pas client, j'ai envie de te faire voir que le SEO, ça peut être intéressant et tu l'auras dans un coin de ta tête. C'est OK. Et moi, de toute façon, j'ai le temps, donc je te l'offre avec plaisir. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin de SEO, je suis très preneur parce que comme ça, ou quelqu'un à qui je peux faire un audit gratuit, je suis très preneur parce que comme ça, voilà. Et ça permet de générer ce truc-là, quoi. Le tout, c'est le starting point, c'est de se dire pour être freelance SEO, la première étape, c'est d'avoir un client. Pour avoir un client, tu sors de chez toi, tu vas faire tous les commerces de la ville. Est-ce que je peux vous faire un site? Est-ce que je peux essayer d'améliorer votre site? Est-ce que je peux vous faire des articles gratuitement pour votre site? Si ça marche bien, vas-y, on en discute, voir si je peux être payé pour ça et tout et tout. Mais les gens, ils seront compréhensifs. Hein, si c'est des gens que vous connaissez déjà et que vous aimez bien, ils vont avoir envie que vous travailliez aussi et de vous faire travailler, quoi. Si vous avez quelqu'un de riche dans votre entourage, voilà, demandez-lui. En fait, c'est simplement ça. Hein. Généralement, enfin moi-même, quand j'ai des gens qui commencent, si tu peux les faire taffer sur un petit truc sur lequel tu as un besoin, c'est idéal, quoi. Donc, n'hésitez pas, demandez à votre entourage, demandez aux gens que vous connaissez pour pouvoir aller faire leur SEO gratuitement ou qui pourrait avoir besoin de SEO et petit à petit ça va vous faire du réseau. En fait, c'est comme ça qu'on crée du réseau finalement, en demandant aux gens et en tissant du lien, en discutant avec tout ce monde-là, quoi. Quelles erreurs vois-tu souvent chez les freelances SEO qui débutent? Les pires erreurs que je vois souvent passer, c'est les gens qui veulent se positionner sur des mots-clés à fort volume. Je prends par exemple le cas de agence immobilière, c'est très bien. Tu peux essayer d'être premier sur cette requête-là, tu n'y arriveras jamais parce que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas la capacité. Par contre, ce qui peut être intéressant pour toi, c'est d'aller chercher des mots-clés qui ne sont pas forcément présents dans les outils SEO. Par exemple, estimation, bien immobilier quand. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peut-être zéro de volume, mais une personne qui recherche ça par mois, qui tombe sur votre page, super intéressant. Pourquoi? Parce que cette personne, il y aura la bonne page, vous aurez du ranking et surtout des potentiels clients. Pareil, imaginons, vous vendez des panneaux solaires, allez chercher des requêtes type devis panneaux solaires plus ville. Pourquoi? Parce que c'est des requêtes où c'est intéressant. Les gens qui tapent devis, panneau solaire plus la ville sont des gens qui veulent acheter un panneau solaire, qui veulent comparer et qui ont tout de suite une intention d'achat forte. Et ça, c'est l'erreur que je vois trop souvent. Des gens qui disent « Ouais, je veux me positionner sur tel mot-clé ». C'est très bien, tu as 10 000 personnes qui recherchent ça par mois. Par contre, tu n'y arriveras jamais ou ce sera dans 1 an. Et l'important, c'est d'avoir du ROI pour ton client, donc d'avoir des résultats plus ou moins rapides. Et pour ça, il faut être malin. Typiquement aussi, c'est perdre du temps à faire des liens alors que l'on-site n'est pas propre. Des fois, il y a des choses toutes bêtes, ne serait-ce que retravailler le title, en mettant le numéro de téléphone, par exemple, du client pour qu'il y ait plus d'appels. Certes, il passe pas premier, mais ça génère du lead. Et ça, c'est important d'avoir cette approche. Je mets en place des actions qui vont créer de la visibilité, mais surtout qui vont rapporter du business à mon client. Aussi, passer trop de temps sur la correction technique, alors que la production de contenu est le plus important. Par exemple, vouloir corriger toute la structure HN alors qu'il n'y a aucun contenu sur la page. À un certain moment, ça vaut peut-être plus le coup de mettre un peu de contenu et après on corrige la structure HN ou tout ce qui est vitesse de chargement. Mais déjà, prioriser et se dire qu'est-ce qui a le plus d'impact pour mon client, que ce soit d'un point de vue commercial ou ranking, ça c'est important parce que ok, il y a peut-être des grands critères à respecter en SEO, mais à un moment donné, il faut avoir la logique. Je suis là pour aider mon client, je suis en posture de consultant et mon objectif, c'est que mon client gagne. Et pour ça, il faut que j'ai cette approche de me dire je dois prioriser les choses parce que si je passe 1 heure à faire ça, ça veut dire que je peux pas passer 1 heure à optimiser d'autres choses. Donc c'est vraiment important. Aussi, voyez un lien, pas comme juste un lien, comme un backlink, mais voyez plutôt ça comme moi ce que j'appelle du branding SEO. C'est-à-dire si vous achetez un lien, faites en sorte de mettre en avant la marque de votre client. Essayez de placer tout ce qui va être NAP, donc name, adresse, code postal, site internet. Même si c'est pas du lien en tant que tel, c'est de la citation. Indirectement, ça va vous aider pour les LLM. De plus, ça va valoriser votre image de marque et ça peut créer des points d'entrée vers votre entreprise. Parce que si votre article sponsorisé, vos liens, votre backlink traite d'un sujet où votre client est présent,
bah, potentiellement un prospect peut tomber dessus et se dire ah ok bah telle entreprise elle est pertinente parce que dans l'article il la cite, c'est pas forcément un article commercial parce qu'il est informationnel, et indirectement ça va être bénéfique pour votre client. Et ça c'est super important, notamment au vu des enjeux liés au LLM, ne serait-ce que la notoriété. En fait, exploitez tout. Un lien, ça vous coûte peut-être 100 euros, mais dites-vous que pour 100 euros, on peut l'exploiter beaucoup. Enfin, beaucoup plus que juste pour du lien. Mettez en avant la société avec laquelle vous travaillez, optimisez tout ce qui est optimisable. Par exemple, vous pouvez mentionner à un moment donné avis client plus le nom de l'entreprise et dire que voilà, elle a des avis positifs. Par exemple, s'il y a un problème de réputation, il y a une problématique de livraison. Par exemple, dites bah, que voilà, les problèmes de livraison ont été retravaillés depuis quelques mois et que la plupart des clients sont satisfaits. C'est un exemple. Et voilà un article sponsorisé, un backlink, c'est pas uniquement juste avoir un lien vers votre page et ça s'arrête là. C'est là ce que je dis. Ayez une vue d'ensemble beaucoup plus approfondie que juste je suis SEO, mon objectif c'est juste faire du trafic. Non, c'est d'aller un peu plus loin et d'aider votre client à être une marque en tant que telle. En termes d'erreurs chez les freelances SEO qui débutent, je pense qu'il y a la peur de dire non. On est un peu en mode il me faut des clients à tout prix, je peux travailler pro bono, je peux dire oui à un prix sacrifié. Je pense qu'un mauvais client, c'est un mauvais client à tout moment et même au début. Déjà parce que ça peut prendre du temps, parce que ça peut faire des mauvais avis, parce que ça peut dégoûter. Et donc, je pense que savoir dire non, c'est important. Et du coup, l'inverse, ne pas dire non, bah, ça peut être un vrai danger, un vrai risque pour le lancement. Identifier un mauvais client, c'est pas toujours simple, mais c'est super important quand on a des signes, sans que ce soit à chaque fois, hein, mais d'avoir des signes que ça va pas le faire humainement. En termes d'attente, en termes de résultats, je pense que c'est toujours mieux de dire non, parce qu'en fait, juste, on est quand même beaucoup sur Terre et il y aura possiblement d'autres clients qui seront plus adaptés à à la personnalité, à ce que vous proposez. Donc, dire non. Deuxième point, ça serait de ne pas avoir de contrat. Pareil, c'est bien plus simple d'être d'accord quand on a spécifié le périmètre, quand on a spécifié les livrables, quand on a spécifié les modalités de paiement. Alors, c'est pas parce qu'il y a un contrat que c'est nécessairement respecté, que c'est facilement respecté. Enfin, on peut pas forcer forcément facilement à respecter. Mais en tout cas, déjà, ça accorde le fait qu'on est aligné ensemble sur une direction. Et donc, je pense que ça, c'est de ne pas avoir de contrat. C'est tentant parce qu'un contrat, c'est long, c'est coûteux. Mais c'est aussi la meilleure façon potentiellement d'avoir des dissensions entre les attentes du prestataire, donc vous, et du client. Et troisième point, et qui est aussi classique, c'est se cacher. Super, super néfaste parce que si tu n'es pas visible, tu ne peux pas être découvert, donc on ne peut pas demander des services, donc tu ne peux pas vendre. Et le syndrome de l'imposteur, on le voit quand même bien trop souvent, et c'est ce qui fait que derrière, les créateurs de contenu ont plus de facilité à se faire découvrir, parce que juste les gens qui font l'effort d'être visibles, vu que c'est pas la majorité, c'est mieux rémunéré en termes de visibilité. Et donc, je dirais que se cacher et pas vouloir partager ce qu'on disait juste avant, des études de cas, le building public, c'est un vrai potentiel négatif sur votre croissance, parce que le bouche à oreille, ça peut faire son taf, mais en fait, c'est plus long. Et c'est pas ça qui va te permettre de développer ton activité en 6 mois, d'autant plus si tu n'as pas de réseau. Parce que juste au début, il va falloir être visible pour pouvoir avoir ses premiers clients, pour pouvoir avoir ses premiers cas. Et en fait, être visible, ça s'apprend en faisant. Donc, commencez. Des freelances qui vont se dire, il faut absolument que je fasse du branding, donc très cool. Par contre, ils vont reprendre des types de posts vraiment génériques et lambda, et du coup, ils vont pas du tout faire transparaître leur personnalité. On va avoir l'impression qu'ils rédigent avec ChatGPT, d'ailleurs c'est peut-être le cas. Et ça, vraiment, sur le long terme, c'est pas ce qui va faire que des personnes vont s'abonner à vous. Ce serait, par exemple, faire un post, et j'en fais des fois, mais avec ma patte, etc. Puis moi, ça fait longtemps que je communique, donc c'est pas pareil, mais commencer direct avec des posts top 5 extension Chrome SEO, sans rien, juste en listant le truc, et même pas très concret, enfin, un peu, survoler le sujet comme ça. C'est le genre d'erreur que je vois, et des fois, on se dit, bon, bah, ok, il a fait du LinkedIn sur LinkedIn, quoi, c'est bien, mais il y a rien de plus. Et ça s'applique, ce que je dis là, à absolument tous les réseaux. Il y a plusieurs choses. En fait, il y a une erreur qui est commise par la plupart des freelance SEO, mais qui est normale. C'est inhérente au fait qu'ils soient freelance SEO, etc. C'est aussi le fait de justement pas avoir une acquisition qui soit très bien développée. Et donc, en fait, ils aient
peu de leads qui rentrent, peu de gens qui veulent travailler avec eux, et que du coup, chaque client qu'ils perdent, c'est horrible, quoi. Tu vois, c'est dur pour eux parce qu'en fait, il va falloir renouveler ce client, et ça fait un trou dans notre réseau direct, et ils n'avaient pas prévu, etc., etc. Alors que si tu pars du principe que tu dois toujours acquérir du client et augmenter le niveau moyen de tes clients, ça te force à aller, voilà, aller dans un truc, quoi. C'est le modèle idéal, à mon avis, c'est de se dire, je suis freelance, et mon but, c'est de gagner de plus en plus d'argent, et donc que tous les mois, je vire un petit client pour en rentrer un plus gros. Tu vois, c'est un modèle qui est déjà mieux en termes de comment visualiser la croissance en tant que freelance. Donc très souvent, ils n'ont pas de système d'acquisition qui sont viables, et c'est ce qui fait qu'un petit freelance reste un petit freelance parce que tu n'as pas de système d'acquisition. Le meilleur moyen pour avoir un système d'acquisition qui est viable, c'est d'avoir du branding. Et donc, voilà, tu postes sur YouTube, tu postes sur LinkedIn, tu postes sur Twitter, tu postes où tu veux et t'expliques que tu aimes le SEO et tout ce que tu aimes au SEO, tout ce que tu as fait, les techniques que tu connais. Bref, on connaît, hein, c'est ce qu'on fait au quotidien. Et sinon, les autres choses qui sont mal faites par les freelances SEO, c'est de pas avoir. Alors là, je vais dire quelque chose que je déteste dire, mais c'est de pas être assez processisé. Et donc assez simplement d'être trop à la one again et de pas savoir bien faire leur métier, entre grands guillemets, qui est le service client. Moi, je suis très nouveau dans ce modèle, donc je le connais pas extrêmement bien, mais typiquement le fait de faire une réunion par mois avec tes clients pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe, etc. Le fait de leur envoyer un petit rapport de temps en temps pour qu'ils sachent voilà, si c'est en croissance ou en décroissance. Bref, plein de détails comme ça qui permettent de savoir en fait que tes clients soient plus à l'aise, qu'ils soient compris, qu'ils se sentent bien, leur demander du feedback, leur demander comment tu peux t'améliorer. Bref, tout ça fait que ça permet d'aller dans cette direction-là et de s'améliorer en tant que freelance. La plupart du temps, honnêtement, le plus gros problème, c'est le problème de l'acquisition, de très loin. Beaucoup plus que le problème des compétences ou beaucoup plus que le problème du reporting et du service. Je dirais que la deuxième partie la plus compliquée, c'est la partie service reporting et être sûr qu'en fait, ce que tu fais, que ton client, il comprend la valeur de ce que tu fais, que tu sois commercial avec ton client, qu'il comprenne, qu'il t'apprécie, hein, en fait, tout simplement. Et la dernière partie, c'est la partie SEO où des fois, en effet, ils font du mauvais SEO. Mais faire du SEO sur la plupart des comptes, c'est très facile parce qu'en fait, la plupart des thématiques des clients, etc., sont sur des choses qui sont faciles. Donc, il n'y a pas de grosse complexité à aller faire du SEO en freelance. Après, moi je dis ça parce que j'ai 8 ans de SEO dans les pattes, donc forcément c'est plus facile. Mais voilà, si vous regardez les vidéos de Romain et Léo sur YouTube, normalement vous êtes assez bon en SEO pour pouvoir pour que ça roule pour vous et que vos clients soient satisfaits. Voilà, ça suffira. Quelles sont les erreurs que tu vois chez les SEO freelance qui débutent ? Les erreurs que je vois le plus souvent, des fois, c'est que les gens ils veulent acheter des backlinks, ils savent que c'est important, ils veulent acheter des backlinks avant même d'avoir du contenu ou du contenu intéressant sur leur site. Ok, il faut acheter des backlinks, et puis même il y en a certains qui veulent déjà créer un réseau de sites, alors qu'ils n'ont jamais acheté de backlinks, ils ne sont jamais positionnés. Je pense que la base de la base, ça reste quand même le contenu, parce que sans contenu, tu ne peux pas te positionner. Donc déjà, se focaliser sur une stratégie de contenu, puisque les backlinks externes, bon, c'est bien, ça va acheter de la puissance, mais il ne faut pas sous-estimer les liens internes et tous les nouveaux articles que vous allez vous faire. Vous allez pouvoir faire des liens même suroptimisés au niveau des encres. Il n'y a pas de pingouin, d'algorithme pingouin en interne. C'est des backlinks qui ont moins de valeur que des backlinks externes, mais qui voilà, vous êtes obligé de les faire pour avoir en popularité. Et puis voilà, quoi, faire un site vraiment pour l'utilisateur, essayer après de partager sur les réseaux, Facebook, YouTube, un peu même par mail, partager sur WhatsApp pour qu'il y ait des utilisateurs qui viennent et qu'il y ait de l'interaction utilisateur, parce que maintenant avec Chrome et Android, Google traque tout, et on voit de plus en plus des sites sans forcément beaucoup de backlinks qui se positionnent uniquement avec l'expérience utilisateur. Donc voilà, pas se focaliser, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de backlink, ou réseau de sites. Voilà, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Essayez déjà de créer un vrai site, un bon site propre, des bons contenus, de proposer des services d'accompagnement dans des stratégies de création de pages sur des mots-clés moyennement concurrentiels pour faire grimper votre site dans le temps de votre client petit à petit en gagnant des nouveaux mots-clés, en gagnant des nouvelles pages positionnées. Peut-être faire des contacts sur 2-3 échanges de liens. Votre client, il a probablement des fournisseurs, des contacts, des partenaires sur lesquels il y a peut-être possibilité d'obtenir des liens de très grande qualité avant de commencer à lui proposer des stratégies globales de création de PBN, etc. Déjà,
se focaliser sur la base, quoi. Et la première, c'est trop de spécialisation. Tu vois un profil mâle qui fait 15 trucs, code, du SEO, du dev web, du design. Eh bien, on sait tout de suite que on peut pas être bon partout et que s'il est bon partout, il sera pas spécialisé dans un sujet. Et c'est le sujet dont vous avez besoin. En fait, c'est ça, le freelance, c'est le croisement d'un micro-cercle dans un micro-cercle. T'as un certain nombre de compétences. Ton client a un certain nombre de besoins. Il faut réussir à identifier parmi ces besoins et parmi tes compétences sur lesquels tu vas apporter toi le plus de valeur. Et donc c'est là sur ça que tu vas te vendre à fond. Ensuite, un deuxième point, c'est trop faire de contenu un peu putaclic entre guillemets sur LinkedIn sans valeur ajoutée avec des courbes, des prompts, commandes pour recevoir. Faut pas trop non plus en faire au risque de dénaturer sa valeur. Ne pas oser pricer à sa juste valeur, troisième erreur. De se dire ok, je me lance, donc je vais être au-delà, en dessous du prix du marché. Après, la question de fixer son tarif n'est pas évidente en freelance. C'est une question qui revient très souvent. Moi, souvent, quelque chose qui m'avait beaucoup aidé, c'était Alexandre Donald, CEO de Live Mentor, qui m'avait donné cette méthode. Et en gros, il m'avait dit si demain c'est la crise, que on est en période de disette, quel serait le prix minimum que tu serais prêt à accepter? Et après, il m'a dit maintenant, prends ce prix et multiplie-le par 2. Et tu tiens à peu près un premier prix que tu pourrais utiliser en freelance pour ton activité de débutant, entre guillemets. Ensuite, si pour en donner d'autres, ne pas investir assez de temps dans la visibilité perso. Parce que oui, freelance, c'est pas que être spécialisé en SEO. C'est savoir se vendre, savoir faire de la compta, savoir faire du marketing. Tout ça, si on le met pas en place très vite dans notre vie et qu'on raisonne pas en termes d'entreprise, mais juste en termes de profession libérale, c'est là où on va avoir des limites pour faire grandir notre projet, surtout si on est seul dans la boîte. C'est très important de faire connaître. C'est justement en fait de ne rien connaître ou de très peu connaître de l'histoire du SEO, donc de l'histoire de Google. Et c'est à mon sens aussi problématique que l'inverse, c'est-à-dire des vieux SEO qui ne se mettent pas à jour et qui sont restés à leurs anciennes pratiques d'il y a 5, 10, 15 ans. Voilà, donc en fait les freelance SEO qui débutent doivent forcément se renseigner sur ce qui s'est passé dans le passé, comment fonctionnait Google avant, comment Google a évolué au fil des mises à jour, au fil de l'histoire. Et c'est indispensable à mon sens pour comprendre aujourd'hui comment ça fonctionne. Voilà, lire les différents leaks Google, se renseigner auprès des experts auprès des experts qui connaissent bien l'algorithme, etc. Parce qu'aujourd'hui, si on débute aujourd'hui et qu'on regarde ce que fait la concurrence, pourquoi ça marche, qu'on essaye de singer bêtement, on va se heurter à des grosses difficultés dans le futur. Déjà, on va être victime des mises à jour et des mises à jour. Il faut savoir ce qui n'a pas marché dans le passé, les problèmes qu'il y a eu pour pouvoir ne pas les reproduire dans le futur. Voilà.